Merci beaucoup d'être ici pour une conférence UX dans un événement qui s'appelle Codeur en scène. C'est pas mal. Il y a pas mal de monde, je suis contente. On va parler donc ensemble de deux sujets qui me tiennent à cœur parce que c'est vraiment des espèces de buzzwords qu'on entend depuis un moment maintenant et que j'ai envie de vous poser la question. Elle est libellée sous forme de question, c'est pas pour rien. Est-ce que ça va être en effet ça l'UX du futur ou pas? Et on va décortiquer du coup ensemble les opportunités, en quoi en effet ça peut être génial, et puis peut-être les craintes qu'on peut avoir ou les points de friction. On va évoquer deux sujets qui sont les sujets que j'entends le plus souvent en brief, en réunion client ou sur les blogs, dans des articles, sur les réseaux sociaux. Les enceintes connectées, intelligentes ou les services vocaux au sens large. Et puis en seconde partie, les chatbots. L'idée derrière, c'est un peu de déconstruire ce genre de phrases qui sont du vécu. Oui, mais de toute façon, on va avoir un bot ou celle-ci. Tout va être vocal. Donc il faut absolument qu'on passe tous au vocal demain. Et on va détricoter les choses pour voir dans quel cas, en effet, ça peut être des opportunités hyper intéressantes. Et à l'inverse, à quoi il faut faire attention. On commence avec le sujet qui est sans doute le plus, dont on parle le plus aujourd'hui. Vous ne pouvez pas ouvrir un magazine généraliste, je ne parle même pas des magazines tech ou du X, mais généralistes qui ne nous disent pas que l'avenir, c'est le vocal. Et c'est très intéressant parce qu'en effet, ce n'est plus des sujets de laboratoire ou de recherche. Ça commence avec les enceintes intelligentes à rentrer dans les maisons, dans les foyers ou dans les bureaux. Et du coup, ça prend un enjeu important sur le quotidien des gens. Pourquoi, en effet, c'est génial, le vocal? Parce que tout simplement, tout d'un coup, l'espace physique, je vais dire des choses basiques, mais vous allez voir qu'en ajoutant les points les uns à la suite des autres, tout d'un coup, on va comprendre mieux dans quel cas c'est intéressant de l'appliquer et dans quel cas ça ne l'est pas. C'est plus facile, du coup, de dire à un client qui vous dit on va faire un truc vocal. Quelles sont les questions à poser? Est-ce que le contexte est bon? Est-ce qu'en effet, ça va être intéressant d'utiliser le vocal ou pas? Et c'est toutes ces petites briques qui vont vous permettre d'y répondre. Bon, donc je disais, l'espace physique, grâce au vocal, il n'a plus d'importance. Je prends l'exemple de la lumière parce qu'il est simple. Si je peux allumer la lumière avec ma voix, du coup, l'interrupteur, il n'a plus de place, il n'y a plus d'interrupteur localisé à un endroit donné. Et du coup, par extension, l'interrupteur, en fait, il est partout. Alors évidemment, c'est génial. La promesse est hyper intéressante, pas seulement pour vous et moi, mais dès qu'on pense au handicap moteur, au domaine de la santé, du soin aux personnes âgées, tout d'un coup, on se dit, oui, en effet, la promesse est super. Ça, c'est intrinsèque aux systèmes vocaux. Puisque ça s'exprime sur le plan audio, évidemment, du coup, en tant qu'individu utilisateur, j'ai pas besoin d'yeux. Pardon, je vais trop vite. J'ai pas besoin d'yeux et c'est pas rien parce que du coup, c'est pas uniquement parce que je suis déficient visuel. Je reprends l'exemple de la lumière. En effet, allumer la lumière par la voix, c'est très intéressant si je suis déficient visuel. Mais c'est aussi le cas en fonction du contexte. En général, quand on a besoin d'allumer la lumière, on est déficient visuel par contexte. Parce que si on veut allumer la lumière, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'on est dans le noir, ou en tout cas dans un environnement un peu obscur. Alors justement, puisque ça s'exprime sur le plan audio, qu'est-ce que c'est l'audio? Et quels sont les contextes, les conséquences que ça a? L'audio, ça ne nécessite pas d'effort physique, en tout cas pour l'expression de la requête. Puisque je l'ai dit, à part les muscles de la bouche, de la langue et de la gorge, à part ça, c'est pas très difficile d'exprimer une requête, si tant est que je l'ai en tête, sur le plan moteur. Donc c'est hyper intéressant. Si on pense cependant 2 secondes à ce qui aussi se parle beaucoup aujourd'hui dans la société en termes de sédentarité, tout d'un coup on se dit, alors c'est pas que c'est pas cool d'allumer la lumière avec la voix, mais si j'allume la lumière avec la voix et que du coup je dois mettre ma poubelle tout au bout du bureau parce que du coup je vais devoir marcher pour aller jeter un truc à la poubelle et comme ça je serai moins gros, c'est embêtant. Idem, on nous recommande beaucoup il faut se lever. On est trop assis, il faut se lever, il faut marcher. Pour ça, je fais les 100 pas. Il faut se lever, il faut marcher au point que une technique, ça peut être quand vous passez vos coups de fil,
ben, vous le faites debout en marchant plutôt qu'assis à votre bureau. Ça fera que vous serez moins gros et moins malade. Et ben, du coup, les interfaces vocales, ça va encore dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut quand même un peu questionner aussi en termes sociétal, pas juste en termes d'efficacité ou d'efficience. La question que je veux soulever là, du coup, c'est le rapport entre le coût sur l'humain et l'efficacité d'une action. Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Et ce n'est pas le cas, selon ce qu'on fait avec la voix. La voix, ça fait du bruit aussi, naturellement. Ça fait du bruit pour l'expression de la requête, et ça fait du bruit aussi pour la restitution. Donc on arrive à ce genre de cacophonie, c'est l'enfer, en fait. Alors ça, quand les fabricants d'enceintes vocales nous les vendent dans les pubs, on ne voit pas ça. On voit un usage unitaire d'une enceinte connectée dans un environnement général très calme, où tout se passe très bien, c'est magnifique, on a l'impression que c'est le futur. En fait, il y a de gros risques qu'à la maison, si on prend cet exemple-là, ça devienne rapidement ça. Pour pas grand-chose en général, parce que les usages du vocal dans la domotique sont, mine de rien, assez limités. Il y a très peu d'usages pour lesquels on a besoin uniquement de lancer une requête. Bon, la lumière, c'est un exemple de ça. La musique aussi, le chauffage. Sorti de là, demander d'allumer le four, à un moment donné, il va bien falloir mettre un truc dedans. Bon, voilà, il y a souvent des interdépendances, un peu plus que juste lancer une requête vocale. Bref, c'est le bazar, le vocal, parce que ça fait du bruit. Et puis, parce qu'il faut bien lui demander quelque chose à cette enceinte, ben, ça demande de faire du bruit. Et parfois, et en fait on s'en rend compte souvent, c'est pas très acceptable de faire du bruit. Alors on peut opposer deux contextes en fait. Un endroit où il y a beaucoup de monde, où c'est un peu se taper la honte d'exprimer une requête sur le plan vocal. Et à l'inverse, un endroit un peu calme, genre un open space. On va pas hurler des choses à notre assistant vocal parce que bon, on a un peu des collègues à côté normalement. Donc finalement, il y a aussi l'environnement social tellement bruyant que finalement, c'est difficile d'avoir une conversation avec un assistant vocal. Le vocal, ça prend du temps parce que c'est linéaire. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais qu'on connaît très bien, notamment dans le domaine des synthèses vocales, si vous avez un peu abordé les sujets d'accessibilité. Une synthèse vocale, pour quelqu'un de déficient visuel, par exemple, elle va transformer la version texte de votre site internet ou de votre application pour la restituer, alors, soit en vocal, soit sur une plage braille. Le vocal, c'est linéaire, c'est-à-dire que ça va d'un point A à un point B, et on est obligé de le suivre. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce qui se dit pour savoir si à un moment donné, il y a des points d'intérêt qui vont me permettre de digresser ou de dire « oui, je clique là, j'y vais, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas ». Je ne peux pas, comme sur le plan visuel, quand vous regardez une appli sur votre mobile, en fait, vos yeux grappillent en fonction de ce qui vous intéresse, voilà, ce que vous prenez pas. Ça, vous ne pouvez pas le faire sur le plan vocal, il faut être attentif et du coup avoir un assez gros cerveau, en tout cas des capacités mémorielles pour retenir ce qui vient de se dire. C'est pour ça notamment que les gens qui utilisent souvent des synthèses vocales développent des capacités mémorielles plus élevées que les nôtres parce que ils sont bien obligés de suivre ce flux linéaire. Et ça prend du temps. Si vous avez déjà entendu une synthèse vocale s'exprimer, en général, au début, vous n'entendez rien parce que ça va hyper vite. Les gens qui les utilisent au quotidien les mettent à un niveau tel que ça leur permet d'aller vite, mais que vous, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'y comprenez rien. Donc, ce qu'on observe en tout cas, c'est que souvent c'est beaucoup plus pratique pour l'expression de la requête, quel temps il va faire demain, plutôt que pour la restitution de la réponse. Sur lequel temps il va faire demain, c'est jamais vraiment aussi simple qu'il y aura du soleil ou il faut prendre le parapluie. Je vous mets au défi de trouver une appli météo aujourd'hui qui soit facile à comprendre. En fait, on nous dit, alors il va peut-être pleuvoir à 72% et demi entre 13h30 et 14h. Enfin bon, ça devient un enfer. Si tant est qu'on n'est pas bien sûr, on va comparer avec une autre appli. Et là, sur le vocal, c'est pas possible d'avoir ces actions de comparaison. C'est pour ça que de plus en plus, ce qui performe le mieux, en tout cas en termes d'usage, ce sont les enceintes associées à des écrans. Donc à peu près toutes les marques commencent à le faire, en tout cas à le faire bien. Et puis les assistants vocaux sur smartphone. Un de nos défis en tant que concepteur de services vocaux, c'est d'avoir une conversation qui va être efficiente.
L'efficience, c'est l'efficacité avec rapidité et sans erreur. Et vraiment, la notion de rapidité, elle est capitale. Là, je vous ai mis 4 exemples de la façon dont 4 systèmes vocaux, Google, Echo, Cortana et Siri, répondent à la requête de fixer un rendez-vous à 9h. Et on voit que selon la façon dont le modèle de conversation est pensé, ça va être plus ou moins rapide. Bon, il ne faut pas se faire avoir, hein, c'est pas parce que Google est plus court à gauche que c'est plus rapide, parce qu'en fait, ça marche s'il n'y a pas d'erreur. Et lui, il prend le parti de base que fixer une réunion, ça va être pour demain. C'est chez le coiffeur. Moi, non, je prends rarement rendez-vous chez le coiffeur la veille parce qu'en général, il n'y a pas de place. Donc, ça veut dire que je vais devoir avoir une action de correction. Donc, en fait, ça va prendre 3 heures au lieu de 4 lignes. Mais c'est intéressant parce que finalement, quand on travaille sur ces choses-là, en tant que designer, en tout cas, ce qui est très nouveau, c'est qu'on optimise des choses. C'est vraiment de l'UX et ça ne se voit pas. Donc, c'est tout un paradigme métier qui est remis en cause et qui est passionnant. Le vocal, clairement, pour restituer une réponse qui serait fournie, dense, telle que de la documentation, par exemple, mais ou simplement une fiche produit, ou avec des usages de comparaison, c'est complètement inadapté. Et en fait, des usages de comparaison, rendez-vous compte de tout ce que vous faites sur Internet, il n'y a presque que ça, en fait. Que vous choisissiez un hôtel, que vous réserviez un billet de train, que vous fassiez vos courses. Enfin, on est tout le temps en train de naviguer, que vous regardiez un magazine, de naviguer entre des listes et des fiches de détails et de faire des allers-retours. Ça m'intéresse pas. En vocal, c'est juste impossible ou très difficile. Et du coup, parce que c'est difficile, les éditeurs de services vocaux, les fournisseurs, se disent du coup, il faut qu'on limite, le nombre de possibilités proposées. Et ça donne ce genre de truc. J'ai une petite vidéo d'une journaliste qui montre comment elle achète avec différents systèmes. Je vous laisse la regarder et puis on en discute juste après. Hey Alexa, add some paper towels to my cart. The top search result for kitchen towels is Regina Blitz Household Towels. Order me some toothpaste. Colgate Max White Luminous Toothpaste. AA batteries. Duracell Plus Power Type AA Alkaline Batteries. Ordering products through Amazon's Alexa is relatively easy. But you're not offered much of a choice, as her algorithm can bypass thousands of brands. Il y a quand même pas beaucoup de That's choix. a worry for consumer goods manufacturers. 50% of all searches will be done by voice within the next 5 years. Et c'est un If grand we, prédicateur. as manufacturers, 50% we sera don't fait par manage vocal. to be first position when it comes to voice search, you go first position or you go home. Take toilet paper. At my grocery store, there are 7 brands on offer. On Amazon's website, I get over 30,000 results. But Alexa, she only offers me 2 brands. That's all I can find right now. It's the same for light bulbs. At my local store, there are several brands. Over 200,000 results online. Only 2 offered by Alexa. If you're a leading brand like, say, Duracell batteries or Kleenex tissues, this is less likely to be a problem. But if you're a brand that's not top of mind for customers, you could be facing a big problem. Bon, etc. C'est très intéressant ce sur quoi elle termine. Elle dit que si on a une grande marque, qu'on a réussi à nouer les partenariats qu'il faut avec Amazon pour être dans les 2 seuls qui sont proposés, pas de problème. Si on a une marque un peu plus de niche, tout d'un coup, ça devient compliqué. Et c'est marrant parce que du coup, on passe de quelque chose... Le vocal, tout est vocal, c'est génial. Je vais faire mes courses grâce à mon enceinte connectée, qui est un peu une promesse qui a l'air moderne, dans l'air du temps, c'est le futur. Bizarrement, on est en train d'être en controverse par rapport à la liberté folle qui était censée nous offrir l'Internet, qu'on voit se réduire le scope. Et ça, réellement, ça marche en termes d'efficience. En effet, je peux, si même je décide de commander mes courses habituelles, en 30 secondes, j'ai fait mes courses. On peut difficilement faire plus efficient. Idem, ça répond à un truc bien connu chez les psychologues, qui est le paradoxe du choix. Plus j'ai de choix, plus c'est difficile de choisir, au point que parfois j'en finis par pas choisir parce qu'il y a trop de paquets de cornflakes et que je ne les ai pas choisir, il y en a trop. Donc c'est très intéressant, mais c'est vrai que c'est à questionner au niveau sociétal et au niveau de ce que ça permet en termes d'ouverture et de rythme des usages en fait. Je ne sais pas qui fait ses courses en ligne ici, mais quand c'est le cas, on se rend vite compte qu'on bouffe tout le temps la même chose en fait.
Et pourtant, c'est juste faire ses courses en ligne. Donc, imaginez avec le vocal ce que ça peut donner. En effet, je vais finir par commander plus que tout le temps les mêmes Kleenex. Bon, voilà, ça dessine pas forcément la vie telle qu'on a envie de la vivre ou de la penser. Et c'est important parce que c'est inhérent en fait au système, à la techno en elle-même. Puisque c'est vocal, je ne peux pas avoir un spectre de possibilités infini. Il faut savoir quoi lui demander à cette enceinte ou à cet assistant vocal. Et évidemment, c'est hyper adapté pour les réponses simples, les requêtes simples, pardon, dont la réponse aussi est simple. C'est pourquoi dans les usages, on fait tous la même chose en fait. Et c'est des exemples qui reviennent souvent dans ma presse, c'est pas pour rien. On demande quel temps il va faire demain, d'allumer la lumière, de mettre de la musique et de répondre à des questions factuelles, genre j'en sais rien, combien il y a de pays dans le monde. Et c'est à peu près tout. Ça dénote bien le manque de ce qu'on appelle la découvrabilité d'une interface vocale. La découvrabilité, c'est la capacité en fait à pouvoir suggérer un usage. Et ça, sur une interface vocale, ça existe. J'ai mis faible, mais en fait, elle est 0, ça n'existe pas. On ne peut pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une boîte noire pour le coup. Et c'est très difficile parce qu'en tant qu'usager, ça veut dire que je dois imaginer peut-être ce que je peux lui demander. Et il faut savoir qu'il y a très peu de résistance à l'échec. Quand je demande quelque chose et que ça ne marche pas, la plupart du temps, je vais pas réessayer. Je vous ai mis un extrait d'interview que j'ai réalisé l'été dernier avec une jeune fille elles sont en coloc à 3, elle a une Google Home. Et voilà, c'est très intéressant ce qu'elle dit, donc je vais vous la faire écouter. On a une Google Home là. Et au début, quand on l'avait eu, on n'arrêtait pas de lui dire il y a quoi à la télé ce soir. Elle nous répond jamais, parce que j'imagine qu'ils l'ont pas programmé pour faire ça. Ouais, du coup, à chaque fois, on était très déçus. Bon, maintenant, on a compris, mais à chaque fois, on était très déçus. À chaque fois, on était très déçus. C'est-à-dire que plus jamais de sa vie, elle demandera à sa Google Home il y a quoi à la télé ce soir. Même s'il y a une nouvelle feature qui sort, nanana, parce qu'il n'y a pas tout l'entourage, il n'y a pas ce store qu'on connaît tellement bien en mobile qui me permet de browser tout ce qui existe et de découvrir de nouvelles choses. Il faudrait que quelqu'un me dise tiens, maintenant, il y a le programme télé dans ta Google Home et tu peux l'utiliser. Sans ça, elle ne réussira jamais. Ce pouvoir suggestif, donc cette capacité à inciter à faire quelque chose, c'est intéressant de se demander, par exemple, comment vous écoutez de la musique et de vous demander est-ce que vous savez toujours à l'avance ce que vous voulez écouter ou est-ce que finalement il vous arrive régulièrement de vouloir écouter quelque chose, mais en fait vous ne savez pas forcément quoi, et de choisir en fonction de l'interface que vous avez sous les yeux. L'interface, ça peut aller de Spotify à une discothèque de vinyle, en fait. C'est aussi de l'interface. Et il y a plein d'usages dans la vie comme ça où on choisit en fonction de ce qu'on a sous les yeux. Ça, avec le vocal, c'est pas possible. Il vaut mieux savoir ce qu'on veut. Sinon, on se retrouve à demander le top 50 et là, c'est le drame total dans vos oreilles. Il faut aussi savoir comment le demander. Et là, pour le coup, c'est vraiment le sujet qui marche plutôt bien, on va dire, en tout cas sur les grands acteurs du domaine. En tout cas, c'est quelque chose qu'en tant qu'individu, on apprend vite. Par un mécanisme d'essai-erreur, on comprend à peu près justement ce que comprend ou pas une enceinte intelligente, soi-disant intelligente, une enceinte connectée. Et du coup, voilà, on s'adapte. Je vous montre un exemple d'une étude réalisée par Wexperience cet été, où ils ont testé des services vocaux pendant 1h30 avec des gens qui en avaient chez eux. Et ces gens-là disent des choses du type « il faut qu'on réfléchisse comment on parle, ça doit être une habitude, il faut lui demander des informations directes, plutôt simples, pas des choses trop complexes, ça reste une machine, ça ne réfléchit pas, qui ne réfléchit pas ?» Bon, ils ont vite compris. C'est un peu différent de dans les pubs, en fait. Et on s'en rend très vite compte, et ce n'est pas forcément dramatique. Ça marche tellement bien que... à mesure qu'on apprend, on apprend avec 2 stratégies qui sont d'abord la reformulation, c'est-à-dire on donne la même requête, mais on la formule d'une manière différente, et puis le style télégraphique, qui peut donner l'exemple que je vous ai mis là, de quelqu'un qui commence par demander « Ok Google, il est poli, peux-tu me donner le tarif d'un aller simple Lille-La Rochelle jeudi prochain ?» Ça ne marche pas, très vite il tombe sur « Ok Google, aller simple Lille-La Rochelle jeudi prochain ». Il ne s'encombre plus de tout ce qui fait une conversation d'humain à humain,
puisque ça ne sert à rien, et qu'en plus, finalement, ça encombre l'efficacité de la conversation entre l'homme et la machine. Bon, on reste que par contre, ça a quand même l'air tellement cool, ces enceintes connectées, que ça marche très bien commercialement, et dans ce qu'en disent les gens sont ravis. Ravis alors qu'il y a de vraies difficultés d'utilisabilité. Hein. Vous irez voir si ça vous intéresse de creuser le sujet, cet article de 2 consultantes du Nielsen Norman Group qui parlent de ce paradoxe en fait, des assistants connectés qui ont une usabilité vraiment médiocre et pourtant un fort taux d'adoption. Et il faut le prendre en compte. En même temps, quand on voit que 23% des gens, bon, je crois que c'est des Américains, bon, mettons, extrapolons, 23% des gens citent comme argument majeur du fait d'être contents de leur enceinte connectée le fait que c'est fun. Bon voilà, tout est dit quoi. Et ça ne veut pas dire que pourtant ça marche si bien, mais ça a l'air bien. Un dernier point que je voulais aborder sur les enceintes connectées. Je vous ai parlé tout à l'heure de répondre à des questions factuelles. C'est hyper intéressant ce champ-là, parce qu'en effet, c'est autre chose que juste demander la météo. Et ça ouvre la réflexion sur des questionnements éthiques et sociétaux un peu plus larges. Je vous montre une vidéo qui cherche à vendre le fait que le vocal, c'est l'avenir et que c'est génial. If you pee in the pool, will the water really change colour? Does the TV only work when it's raining? Can a stork really carry a baby? Does the internet turn off at 7 every night? Can a goldfish run away? Is Santa always watching? Will internet radio? It's a common misconception that water We're gonna rule the world, don't you know, don't you know? We are gonna rule the world, don't you know, don't you know? We're gonna put it together. We're gonna put it together. We need to talk. We're gonna rule the world, don't you know, don't you know? Bon, c'est des publicitaires, donc ils sont très forts, ça donne envie, hein, malgré tout. C'est pour un opérateur néo-zélandais. Et en effet, c'est génial. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez tout saisi, mais c'est vraiment... Est-ce que l'Internet s'éteint vraiment à 19h? Est-ce que la télé ne marche que quand il pleut? Ça pourrait être, est-ce que le Père Noël existe? Et la tête des enfants quand ils réalisent que leurs parents leur mentent, c'est juste terrible. On n'aurait vraiment pas envie d'être à la place des parents. Et c'est intéressant parce que cette enceinte connectée, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y a une espèce d'omnipotence de sa réponse. Peut-être parce qu'elle s'exprime justement sur le plan oral, un peu comme un humain, mine de rien, ça fait bien semblant. Ça fait qu'on a tendance à croire à ce qu'elle nous dit. Et ça peut être très dangereux, encore plus quand on pense qu'on peut s'adresser à des enfants. Et qu'en effet, il y a forcément des interactions, des usages qui vont se dessiner je pose des questions, j'entends une réponse. Qu'est-ce qui me dit la vérité, en fait? Je crois qui? C'est mes parents ou ma Google Home? Bref, ça pose des questions intéressantes. Et il y a Olivier Hertschay qui a cette magnifique phrase expression qui parle de la rationalité sèche des assistants vocaux et que je trouve formidable sur le sujet. Si vous voulez creuser ses travaux, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Puisqu'il y a une réponse, on considère que c'est forcément la réponse, même si on sait bien, hein, mais parce que l'enceinte connectée est une enceinte connectée, que c'est une boîte noire, qu'elle s'exprime sur le plan oral, qu'elle donne qu'une réponse, voilà, on a tendance à la croire. Je voulais juste terminer sur le vocal, en symétrie en fait, avec cette interview de Marguerite Duras, c'est dans les années 80, hein, et elle se projette dans les années 2000, et je trouve ça très intéressant en regard. Les hommes ont toujours eu besoin de réponses, même si un jour elles s'avèrent fausses ou seulement provisoires. Alors en l'an 2000, où seront les réponses? Il n'y aura plus que ça. La demande sera telle qu'il n'y aura plus que des réponses. Plus les textes seront les réponses, en somme. Je crois que l'homme sera
littéralement noyé dans l'information. Dans une information constante. Bon, je vous la coupe parce que c'est un peu long, mais si ça vous intéresse, allez la voir. C'est un peu long, mais c'est vraiment intéressant. Elle finit en disant c'est pas loin du cauchemar. Et je trouve que dès qu'on parle du vocal et des enceintes connectées, bah, ça pose, sans mauvais jeu de mots, vraiment question. Sans aucune transition, parce que les deux sujets n'ont à peu près rien à voir, on va aborder maintenant le sujet des chatbots. Les hommes ont tout... Rien à voir, à part le fait que, pareil, hein, c'est un sacré buzzword. Moi, je n'en peux plus d'entendre parler de ce truc. Rien que tout à l'heure, une cliente me dit « Je ne sais pas comment faire. Mon patron m'a donné comme réponse, on n'a qu'à mettre un chatbot. » Je suis paumée, je ne sais pas quoi lui répondre. À part le fait que, sans doute, ça ne va pas solutionner tous nos problèmes. Et ce que je veux vous montrer là, dans cette partie-là, c'est les usages réels et non les promesses. Idem sur les enceintes connectées. On l'a vu, hein, les promesses sont géniales dans certains contextes. Les usages réels sont un peu plus limités. On peine encore à trouver des modèles où ça marche vraiment bien. On n'a juste pas dépensé $200 dans une enceinte. Les chatbots, c'est un peu pareil. Il y a une forte promesse. Et finalement, en tout cas, en tant que marché ou industrie, aujourd'hui, on ne fait un peu que s'amuser et on a tendance à oublier qu'il y a des vrais gens qui sont derrière leur ordinateur ou leur téléphone ou leur smartphone et qui vont utiliser ces chatbots et du coup à minimiser l'effet que ça va avoir sur le rapport à la marque. Et il est fort. Pourquoi c'est génial? Je reprends le même fil. C'est génial, ou en tout cas la promesse, c'est de dire avec un chatbot, je vais pouvoir entrer en relation avec mes utilisateurs là où ils sont, leur smartphone. Là où ils sont, c'est aussi sur des applications de messagerie, en fait. C'est ce qu'on utilise le plus, tous, on est tous pareils. Donc, qu'ils soient sur Messenger, WhatsApp, que sais-je. En tout cas, c'est l'endroit où on va pouvoir nouer une relation avec eux, là où sur d'autres environnements, genre notre site web, on les a un peu perdus, quoi. Plus personne vient sur notre site. Donc, on va essayer de les choper, en quelque sorte. C'est des termes qui sont vraiment utilisés là où ils sont. Et c'est intéressant parce que c'est un modèle d'interaction. A priori, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un, même ma mère, pour qui ce modèle d'interaction ne soit pas ancré dans les usages. On passe notre temps, en fait, à communiquer en one-to-one ou en groupe via des interfaces de messagerie. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré dans nos habitudes mentales et motrices. On sait faire, en gros. On sait faire, donc on n'a pas besoin d'apprendre. Et en plus, parce qu'on sait tellement faire, qu'on est tellement habitué, en général, quand on met une interface qui a la gueule d'une messagerie, les gens, voilà, comme s'ils ne pouvaient pas s'empêcher. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de les inciter à utiliser un service quand ils se présentent comme ça. Tant mieux, on peut utiliser ce point-là. Au point que dans certains contextes, on peut aider à dépasser des freins à l'usage ou optimiser des taux de conversion en présentant des choses sous forme d'interface de messagerie. Je vous montre cet exemple d'une application qui s'appelle Woomies, qui est développée par l'UNABI. Et au lieu d'avoir un onboarding un peu classique ou un formulaire un peu rébarbatif où il demande 15 questions successives à l'utilisateur, ils ont décidé de le présenter sous forme de chatbot. Bon, alors attention, en fait, là, ce n'est pas un chatbot, c'est un formulaire qui est déguisé en chatbot. Mais ça fait mine. Et en fait, il y en a beaucoup, il y en a très peu de vrais chatbots. Hein. Régulièrement, en fait, c'est de bêtes formulaires. Bref, mais ça a l'air d'être un truc de messagerie. Voilà, donc il y a Chandler qui nous parle, ceux qui regardaient Friends, voilà, ça leur parlera. Et voilà, qui, petit à petit, me fait déclarer certains éléments importants pour déclarer ma recherche de coloc. Et bien du coup, ils arrivent quand même à avoir des taux de conversion de 86%. C'est énorme, hein. Sur des formulaires comme ça, où en général, on n'a pas vraiment envie de commencer à remplir des données, on veut plutôt voir à quoi ça ressemble, et puis après, en effet, on va creuser et renseigner des choses. Juste parce que ça a l'air d'être une interface de messagerie. Par contre, on commence quand on veut se questionner ou quand on veut bosser sur un chatbot, parce que le patron, tout ça. Ce qui est très important d'abord, c'est de penser à un périmètre vraiment utile pour ce chatbot. En gros, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça doit assurer comme fonction? Et là, clairement, on est dans un marché où
on fait des chatbots pour s'amuser. On se demande pourquoi. Peut-être on a trop d'argent. En tout cas, on voit qu'on développe des chatbots qui servent le plus souvent à peu près rien. Et donc, on est dans un marché très peu mature. Et malheureusement, ça se voit. C'est-à-dire que c'est pas juste on s'est amusé, on a bricolé un truc, c'est en interne et c'est un joli terrain d'expérimentation. Souvent, en fait, c'est plugué à des services, des sites web, des applications. Et du coup, c'est confronté à des usagers qui, souvent, vivent des expériences très déceptives. Et donc, ces difficultés-là, elles sont juste liées à qu'est-ce que fait le chatbot. Et en général, en fait, on lui demande de tout faire. On va plugger un chatbot, ça va résoudre tous nos problèmes et ça va permettre à nos utilisateurs de ne pas avoir besoin de cliquer sur notre site, ils vont tout de suite trouver ce qu'ils veulent. Bon. En effet, c'est approprié, un peu comme l'enceinte connectée, en fait. Quand j'ai des questions précises, avec une réponse simple, c'est encore mieux quand la réponse elle est unique. C'est carrément pas du tout approprié pour naviguer, comme on fait à peu près 80% du temps sur Internet, et présenter des contenus un peu longs ou à comparer. Genre, quand on me promet que je vais trouver mon jean grâce à l'intelligence artificielle du chatbot de Levis, j'émets quelques doutes. Enfin, je cherche l'intelligence, en fait. Parce que finalement, on ne fait que me proposer des facettes, donc on me demande comment je veux que taille mon jean. C'est des filtres qui sont déjà présents sur le site web. Je ne fais que les présenter dans une interface de messagerie. Il n'y a aucune valeur ajoutée à faire ça. Le problème, ce n'est pas juste qu'il n'y a aucune valeur ajoutée, c'est surtout que du coup, c'est beaucoup moins efficient pour un utilisateur de l'utiliser par cette interface-là que par un site web ou par une application mobile qui va avoir bizarrement plus d'espace, plus de contexte pour pouvoir chercher mon jean. Idem pour Century 21, c'est difficile déjà de chercher un appart sur un site web normalement constitué, alors je vous les épargne dans un chatbot, c'est l'enfer. Ou chez NC, qui a un chatbot pour m'apprendre c'est quoi le cognac, les recettes, comment le consommer. J'adore le cognac, mais bon, à un moment donné, juste... Ça sent les gens qui ont voulu se faire plaisir. Et l'Internet entier commence à être peuplé de ce genre de choses. C'est embêtant parce que si tant est que l'utilisateur rentre dans le jeu et décide de l'utiliser, il y aura forcément un moment où il va se dire « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et s'il se dit « qu'est-ce que je fous là ?» c'est embêtant parce qu'il aura un rapport à la marque, donc à NC. Qu'est-ce qu'il me propose en fait? C'est quoi? Donc c'est plus le petit délire d'agence dans son coin, c'est proposer aux gens. En revanche, il y a un domaine dans lequel ça marche très très bien, qui est le service client. Alors je parle même pas du chat en temps réel avec des vrais gens, parce que là c'est carrément sublime. En tout cas, ça a vraiment révolutionné des usages, sauf qu'il y a des gens qui travaillent du coup jusqu'à 23 heures. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est intéressant aussi juste pour des chatbots. Exemple chez Air France avec Louis, il l'appelle Louis, leur assistant virtuel pour les bagages. Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils ont pris non seulement un domaine particulier, le service client, et en plus la restriction au point particulier des bagages, qui est un point de friction clair et des questions récurrentes qui sont faciles à traiter de manière un peu automatisée. Non seulement ce périmètre, il est précis, mais aussi il est communiqué à l'utilisateur. Comment il est communiqué? Ce chatbot-là, il ne s'affiche que dans la rubrique bagages. C'est-à-dire que si vous vous baladez ailleurs sur le site, vous ne le verrez pas. C'est un point d'abord. Et ensuite, la première question d'entrée, tout de suite, elle restreint le scope. C'est-à-dire qu'on vous pose carrément la question, quelle est votre question concernant vos bagages? Concernant vos bagages. Donc, voilà, si ma question ne concerne pas les bagages, tout de suite, je comprends que ce n'est pas à Louis que je dois parler. Et en effet, cette question de à qui je parle, elle est fondamentale. Il faut vraiment commencer par ça pour limiter l'ambiguïté. À qui je parle? C'est un humain ou c'est un robot, en fait? Il faut que le contrat conversationnel soit hyper clair dès le début, qu'il n'y ait aucun doute, parce que ça va me permettre d'abord de ne pas me sentir flouée, et puis de m'adapter. Si je sais que je parle à une machine, je vais adapter la façon dont je parle, et je vais être un peu plus souple, où je vais comprendre qu'elle ne comprenne pas tout. Parce qu'en général, ça ne marche pas très bien. Donc, peu importe la manière dont ça se présente, mais il faut que dès l'amorce de la conversation, on soit clair. Chez Air France, c'est assistant virtuel. Chez Levis, c'est IA. Oui, bon, ça passe un peu moins bien en France, mais bon, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, il faut qu'on annonce la couleur dès le début. Par exemple, je reprends mon exemple d'NC, ça c'est interdit. Bienvenue Amélie, je suis Richard NC, le fondateur de la maison NC. Mais oui, bien sûr, c'est cela.
Mon problème n'est pas tant que voilà, ça peut être du storytelling ou une manière d'embarquer les gens, mais c'est plutôt sur le fait que en fait, il y a un mensonge dans le contrat conversationnel, donc il est vraiment pas clair du tout, d'autant que le mec est quand même mort en 1800, donc il y a un truc qui va pas. Mais même si je le sais pas, il y a un truc qui va pas, parce que si j'ai le risque de penser parler à quelqu'un d'humain, tout d'un coup, l'interaction est biaisée. La conversation avec un chatbot, quand on y pense de manière un peu idéaliste, on se dit ça va être génial, ça va être en langage naturel, donc une conversation très ouverte. En fait, parce que c'est pas vraiment le cas, il faut qu'on compense les défauts de cette conversation qui normalement devrait être ouverte. Très peu de chatbots, 5% des chatbots aujourd'hui sont vraiment dotés d'IA. En général, c'est plutôt juste des arbres de décision. Donc ça repose sur le fait que le mec qui l'a codé était en forme ou pas ce jour-là. En tout cas, qu'il a la qualité de son travail. Est-ce qu'il a pensé à tous les cas d'usage et à toutes les choses que peut dire un usager? Est-ce qu'il a pensé à toutes les réponses? Bon, bref, c'est l'enfer. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transformer l'interface du chatbot pour compenser ça. Avec notamment ces réponses prédéfinies. Puis-je emmener un porte-bébé dorsal? D'accord, en soute ou en cabine? Et au lieu de devoir écrire en soute ou en cabine ou je ne sais quoi, parce que souvent c'est je ne sais quoi, eh ben, on me propose 2 boutons, en soute, en cabine. Et du coup, je me retrouve à cliquer dans un chatbot. Bon, bref, c'est un clickbot. Mais c'est très intéressant parce que du coup, ça restreint le scope. C'est intéressant aussi parce que ça vient souligner ce que je viens de dire avant. Du coup, on comprend qu'on est dans une relation homme-machine puisqu'il y a des boutons. Et enfin, ça évite la saisie utilisateur, qui est un risque énorme, un gouffre dans lequel on ne veut pas tomber. Si cette liste de propositions, sous forme de boutons, elle n'est pas exhaustive, il faut absolument indiquer la possibilité, quand elle existe, de pouvoir saisir librement. Je vous montre un exemple comparatif entre à droite Skyscanner et à gauche Expedia. Et pour le même type de réponse, on propose aux gens des dates. Il y a 2 dates qui sont proposées, mais on peut bien évidemment en saisir une nous-mêmes. À droite, on est donc chez Skyscanner. Il propose uniquement les 2 dates. On a pourtant le champ de saisie qui est ouvert juste en dessous. Sur 20 une étude a montré que sur 20 personnes, il n'y a pas une personne, donc 0, qui se risque à saisir quelque chose dans le champ. Alors que pourtant, les 2 dates ne leur conviennent pas. Donc en test utilisateur, ça donne des choses où les gens sont bloqués. Oui, mais c'est ni l'une ni l'autre, comment je fais? Et personne n'ose saisir quelque chose, parce que ce n'est pas évident. Expedia répond à ce genre de problématique à gauche avec le petit libellé « Another date » qui me permet de cliquer sur quelque chose pour lancer l'interaction dans le champ. C'est plus long, mais au moins ça permet aux gens de comprendre qu'ils peuvent le faire. Puisque, avec un chatbot, on fait semblant d'avoir une conversation, alors, si on propose un chatbot et qu'on l'appelle comme ça, il faut au moins respecter les fondamentaux de conversation, parce que les gens vont les attendre. Je reprends Woomise, là, le fait de voir que l'autre est en train de taper une réponse, même si ce n'est pas vrai du tout, bien évidemment, si c'est une machine, c'est un code de conversation fondamental. Donc, il faut le reprendre, il faut faire semblant. Là, j'ai envoyé un message, donc ce n'était pas aujourd'hui, mais j'ai envoyé un message qui s'est retrouvé perdu dans l'espace, on ne sait pas où il est délivré, pas délivré, Chandler, il est où, il l'a reçu, on n'en sait rien. En fait, il était 16h, j'ai eu une réponse à 11h le lendemain matin, quoi. D'ici là, je suis partie, bien évidemment, c'est un point de fuite énorme. Et c'est intéressant parce que peut-être que, j'en sais rien, la question était tellement compliquée qu'on ne pouvait pas y répondre automatiquement, mais le fait de délivrer une réponse, de dire « j'ai bien accusé à réception, on va traiter le truc », voilà, ça résout le problème. Le fait de ne pas savoir où se trouve mon message et surtout, est-ce qu'un jour j'aurai une réponse, c'est une espèce de bouteille à la mer terrifiante. Puisque aussi c'est une conversation qui est censée être en langage naturel, le bot il doit avoir une personnalité, mais ça ne veut pas forcément dire fun ou dans la surenchère. Là, on est chez Century 21. Votre projet est-il d'acheter un bien ou de le louer? Location, vous cherchez à louer? Excellent! Ouais, non. Quand on est ergonome, en plus, en général, on se demande ce que ça veut dire les usages, donc louer, acheter, tout ça. En général, c'est fréquent en tout cas que ce soit suite à une séparation. Non, c'est pas excellent parce que je cherche à louer. Idem dans une autre mesure, mais on me demande si j'ai une limite de budget, je dis peu importe. Je suis bien d'accord, c'est tellement mieux de mettre de côté le budget. Bon, on n'est pas obligé d'en faire des caisses, quoi. Et donc, c'est pas parce qu'on cherche à ce que le bot a une personnalité qu'on est obligé d'être dans ce genre de surenchère parce que c'est à double tranchant. Ça peut vite saouler.
Et un utilisateur saoulé, c'est quelqu'un qui s'en va et qui reviendra pas. Il faut faire attention à pas être bavard. Je commence à speeder parce que le temps défile, voilà. Et c'est à chaque fois quand je suis sur cette slide-là, en fait, attention au chatbot bavard, attention à la speaker bavarde. On est chez Sephora, j'ai encore rien dit, j'ai juste lancé le chat. Mais ça, alors là, je vous l'ai mis exprès en grand à gauche, mais en vrai, dans un écran de mobile, ça donne ça. Ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé, je vais avoir envie de scroller vers le haut parce que j'ai l'impression d'avoir raté un truc. J'ai pas encore commencé à demander quoi que ce soit. C'est juste présenté, mais un peu longuement. La même agence que tout à l'heure a montré qu'en gros, au-delà de 3 lignes de texte, bon, les gens considèrent qu'il y en a trop, je lis pas. Ça peut être un point intéressant. Toujours dans les codes de conversation fondamentaux. On ne répète pas, si on a un chatbot et qu'on fait semblant un peu d'être humain, on ne répète pas de façon machinique la même chose, mot pour mot, phrase pour phrase, comme chez Air France. On prend en compte ce que dit l'utilisateur. J'ai dit, est-ce qu'il faut de l'expérience pour le poste de plongeur à Pantin ? On me répond un truc et après on me dit, quel poste recherchez-vous ? Pardon ? Je viens de le dire en fait. Là, il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui pourtant pourrait être adressé par l'informatique. Hein, c'est pas bien compliqué, mais c'est pas prévu. Dans une conversation, on écoute l'autre. Donc c'est un code qu'il faut respecter. Je lance le chatbot à partir la fiche de poste de plongeur, l'offre d'emploi. Le chatbot pourrait deviner que peut-être l'offre à laquelle je m'intéresse, c'est celle à partir de laquelle j'ai initié le chat. Bon, voilà. Ça, c'est des petits trucs. Si le dialogue a été initié de là, ça veut dire sans doute que je m'intéresse à ce poste. C'était pas déjà 5 minutes tout à l'heure ? Pardon, je plaisante. Et il faut prendre en compte le contexte de cette session-là aussi. Chez Lévis, on commence par me demander ce qu'on peut faire pour moi aujourd'hui. Très bien. Et quand finalement, parce que je trouve pas ma réponse, je reviens au menu principal, on me redemande, donc 2 phrases après, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Bref. Terrible, là, c'est vraiment la machine en pleine face, quoi. Et c'est l'inverse, en fait, de ce qu'on voulait faire en proposant un chatbot. Donc, il y a cette espèce de paradoxe terrible. Bref, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le chatbot, de toute façon, il va échouer. Et que c'est pas grave si on le prévoit. Si on le prévoit, ça veut dire si on prévoit une sortie de ce périmètre-là et une solution de repli. Entendable. Parce que genre, ce que fait Air France. Ai-je répondu correctement à votre demande ? Non. Je m'améliore de jour en jour à votre service. Revenez me voir en me posant une nouvelle question. Mais oui, je prends l'avion demain. J'avais une question sur les bagages. Je reviendrai dans 15 jours poser une nouvelle question pour t'aider à t'améliorer. C'est pas entendable. En fait, et là, c'est intéressant parce qu'en plus, dans le cadre du service client, la porte de sortie la plus entendable, c'est évidemment la redirection vers un être humain. Qui va, parce qu'il est humain, être humain. Vous irez voir ce site si ça vous intéresse particulièrement. Mais j'ai pas eu besoin de chercher beaucoup pour trouver tous ces exemples, en fait. Ouvrez n'importe quel chatbot et vous vous retrouverez avec des choses comme ça. Et il vaut mieux, clairement, c'est ce que je vous recommande, ne pas avoir de chatbot plutôt qu'un pourri comme ça. Donc si vous avez les moyens fous d'assumer votre promesse à l'utilisateur et de faire un vrai chatbot intéressant, éventuellement restreint à un périmètre bien donné, faites-le, mais ne tombez pas dans les pièges grossiers que je viens de vous montrer et qui sont sans doute pas si grossiers puisque tout le monde fait les mêmes erreurs. Je terminerai avec encore une question. Pardon, l'intitulé était sous forme de question et je termine par une autre question. Mais est-ce que du coup, ces 2 gros buzzwords-là vous paraissent comme des solutions magiques, en tout cas celles annoncées ? Tout va être vocal ? Là, du coup, on est un petit peu moins sûr. Ou est-ce que c'est juste des nouvelles opportunités qui sont ce qu'elles sont et qui vont pouvoir être utilisées de temps en temps, pluguées ou non à un écosystème, dans des contextes bien particuliers, pour des usages bien particuliers ? Moi, je pense que c'est juste des nouvelles opportunités. C'est intéressant parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout d'un coup, en tant que designer, on se retrouve dans un paradigme métier où on doit designer des trucs qui ne se voient pas. Alors, c'est compliqué pour faire des posts sur Dribbble, mais c'est hyper intéressant parce qu'en effet, on est en vrai contact avec les interactions et les usages réels. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Je prends une question rapide, après je file courir prendre mon train. J'ai laissé 2-3 cartes là, j'ai un Twitter si vous voulez poursuivre la conversation. Après, ce sera avec plaisir. Donc une, et en attendant, je débranche pour pouvoir courir plus vite. Merci. Bonjour. Bonjour. Déjà, la présentation était vraiment extraordinaire. Bravo. Merci. Pour les slides, pour cool. Tout.
Je me demandais en fait de quel profil il y a besoin pour créer une interface de chatbot. Des mêmes que pour n'importe quel... Enfin, je sais pas en fait, mais Enfin, des mêmes que pour n'importe quel... J'aurais que- tendance à dire de façon intuitive, des mêmes que pour n'importe quel service interactif. En fait, je veux dire, par exemple, moi je suis développeur web. Oui. J'ai l'impression que c'est plus un travail de psychologue ou d'UX que vraiment de dev front, à part pour les appels back. Alors, si je suis toute seule à faire un chatbot, en fait, il va pas marcher. Mais Oui. donc non, donc il faut forcément du dev. Et c'est, je pense précisément dans ce genre de système que c'est la synergie entre les devs, les ergos, les UX, les designers, qu'on va pouvoir produire un système bien. Parce que nous, on a besoin de se reposer sur vos compétences et votre connaissance de ce qui est possible de faire. Parce que nous, on ne sait pas, en fait. Et donc, on va... Le process de création, ça va surtout pas être on produit un truc avec tous les arbres de décision, puis on vous le donne et vous le codez. Et ça va plutôt être, à peu près comme tous les services interactifs, mais un échange où on va rebondir et pouvoir en effet inventer une solution qui soit utilisable et du coup utilisée. Donc, du coup, j'aurais tendance à dire les mêmes compétences qu'ailleurs et surtout pas que nous tout seuls. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont dédiés au design d'interface de chatbot ou... Oui, chez nous moins. On va pas se mentir. Dans les gros groupes américains, genre de la Silicon Valley, un peu, ouais. En UX en particulier, il y a des métiers vraiment très spécifiques qui se développent. Et oui, faire de l'UX d'une interface conversationnelle, ça devient presque un métier différent qu'UX d'appli mobile. Pas au point de la différence entre un ergonome de brosse à dents ou de site web, mais quand même. C'est un métier bien spécifique et évidemment, plus on le fait, plus on pratique, meilleur on devient. Merci. De rien. Bon, je me sauve, je suis désolée, je pars comme une voleuse. Mais vraiment, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter.